Bonjour, bienvenue sur RM5. Notre invité aujourd'hui, Dominique Virasamy, bonjour. Bonjour OM5 TV, bonjour Monsieur Douglas. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes président du SNEG, le Sauvons nos entreprises de Guadeloupe. Alors, succinctement, est-ce que vous pourriez nous présenter très brièvement cette association? Alors, avant de présenter cette association, je me permets de dire que je remercie fortement OM5 TV parce que c'est toujours l'occasion pour nous, les Domiens, d'apporter quelques informations aux personnes qui vivent à Paris, mais aussi pour expliquer que nos problèmes de la Guadeloupe concernent les Outre-mer. Donc, par conséquent, c'est très important que nous soyons sous cette télé. Alors, je suis président, en effet, du SNEG, Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Ben, il faut savoir qu'en Guadeloupe, nous avons beaucoup d'entreprises, à peu près 56 000, dont 37 000 TPE. Il y a pas mal d'associations qui fonctionnent autour des entreprises, mais très peu, ou pratiquement pas du tout, d'associations ne défendent réellement la structure même de l'entreprise. Et nous avons observé que l'entreprise est touchée dans sa chair et en plusieurs endroits, notamment par l'agressivité de l'importation, mais aussi par l'agressivité du travail dissimulé. En plus est venu s'ajouter le RSI, dont c'est le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, et il se trouve que nous avons décidé depuis plus de 3 ans, pratiquement 3 ans et demi, de monter une association, non pas seulement pour se faire voir et être les valets d'une structure quelconque, mais nous sommes vraiment engagés pour sauver, comme c'est la dénomination, sauver l'entreprise guadeloupéenne. Alors justement, le nom est très révélateur, Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Est-ce que cela signifie que les entreprises vont très mal en Guadeloupe? Les entreprises vont extrêmement mal. D'ailleurs, je peux dire, je vais donner un chiffre qui caractérise tout ça. Chaque année, et là pour l'année 2017, ça a été très très grave, il faut compter entre 200 et 300 entreprises qui ferment chaque année, même si certaines informations disent qu'il y a des créations d'emplois, mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup de créations d'emplois, mais il y a le triple d'associations qui déposent la carte. Et dans ce ratio, il faut compter que pour l'année 2017, c'est pas moins de 500 à 600 entreprises qui ont déposé la carte. Mais ils ne déposent pas la carte tout simplement comme ça. Ils ont très bien compris que le bénéfice qu'ils tirent de leurs engagements en tant que professionnels n'est pas de nature à espérer un bien-être pour demain. Et donc, ils se disent, ben écoutez, puisque le travail dissimulé fonctionne, eh ben, je remets ma carte professionnelle, je vais m'inscrire pour percevoir le RSA, qui est la facilité pour certains, qui vont bénéficier de la CMU, comme ça ils auront plus à payer de charges sociales, et en même temps, ils continuent à travailler de manière dissimulée. Et c'est très grave, parce que à un certain moment, certains politiques, dont un certain préfet, avaient dit à l'époque qu'il ne faut pas trop attaquer le travail dissimulé parce que c'est un amortisseur social. Là, j'ai bondi. Dites-vous bien, je ne peux pas laisser quelqu'un dire ça pour la simple raison que quand on dit que c'est un amortisseur social, on ferme les yeux sur les interdictions, les obligations plutôt, on ferme les yeux sur les obligations administratives en laissant certaines personnes fonctionner et on fait quoi de ceux qui s'acquittent de leurs obligations? Alors, Dominique Virasamy, vous êtes président du SNEG, je l'ai dit, qui défend certes les entreprises guadeloupéennes, mais quels sont vos rapports avec les syndicats? Alors moi j'ai d'excellents rapports, et d'ailleurs chaque fois que je suis invité par eux, je suis toujours présent. On essaie de mutualiser nos informations parce que même si certains syndicats comme FO par M. Jean-Marie Nomertin, comme l'UGTG de Gabi Clavier et d'Élie de Mota, eh bien, écoutez, ce sont des personnes qui sont assez décriées dans le pays Guadeloupe, mais je dis clairement que si nous n'avions pas ces personnalités qui défendent le Guadeloupéen, parce qu'au-delà du combat syndical, c'est l'avenir du Guadeloupéen qui est en jeu, et donc ces leaders syndicaux s'engagent à la protection du pays Guadeloupe. Et quand moi j'arrive dans la protection de l'entreprise guadeloupéenne, je pense être dans la même veine de combat. Et c'est important que nous puissions être ensemble. Nous avons peut-être des divergences sur certaines orientations, peut-être. Mais toujours est-il,
on dit souvent, les loups se mangent entre eux, mais ils chassent ensemble. Alors justement, Elie de Mota vient tout juste de contester sa condamnation de 300 euros. Quel est votre point de vue, une réaction? Mais je suis d'accord, hein, j'ai même fait un mot au syndicat pour leur dire pas question de payer ces 300 euros, hein, parce que déjà l'accusation a volé un éclat, d'une part. Deuxième chose, les avocats qui ont plaidé pour Elie de Mota ont brillamment plaidé sa cause, mais aujourd'hui, payer ces 300 euros, c'est reconnaître, ne serait-ce qu'en partie, hein, qu'il serait peut-être en faute. Et ce que je ne comprends pas, c'est que l'accusateur lui-même a enlevé sa plainte. Donc je ne comprends pas très bien la démarche et la manœuvre de la justice, puisque la plainte n'existe pas, pourquoi quand même vouloir faire payer Elie de Mota? Bon, je suis désolé. Au contraire, c'est Elie de Mota qui aurait dû déposer plainte pour qu'on puisse le rembourser, parce que qu'il soit dédommagé plutôt, parce que son honneur et sa dignité a été bafoués. Alors, juste un dernier mot sur la situation économique et sociale de la Guadeloupe. Certains disent que la grève qui a pénalisé donc, la Guadeloupe en 2009 est un peu responsable du départ de certaines entreprises et que ça a eu des conséquences graves sur l'économie. Je dis non. Je dis simplement qu'il y a eu peut-être... il n'y a pas eu de concertation profonde. Les syndicats ont mis en place cette grève en 2009 qui, à mon avis, était très importante parce qu'il fallait faire ce galop d'essai pour savoir si les Guadeloupéens étaient prêts à prendre leur destin en main. Quand je dis destin, je ne parle pas d'indépendance ni quoi que ce soit. Je parle de responsabilité. Et je n'ai aucun souci, puisque je le dis sur les médias Guadeloupe, donc je n'ai pas de problème pour le dire ici. Personnellement, je suis un autonomiste. Hein, je ne suis pas forcément pour l'indépendance, mais je suis un autonomiste parce que j'estime que mon pays, la Guadeloupe, a suffisamment d'atouts pour pouvoir gérer certaines affaires par elle-même, notamment le tourisme. Il n'est pas question pour nous que le tourisme soit géré par la France. Il n'est pas question que l'agriculture soit gérée par la France. Il n'est pas question que l'artisanat soit géré par la France. Et bien d'autres. Ce qui veut dire que si nous arrivons dans un consensus à trouver un mode d'emploi, une trajectoire commune, je pense que nous pourrions gérer notre pays. Alors visiblement le tourisme se porte bien, mais l'autre problème qui pénalise peut-être le tourisme, alors peut-être une réaction sur le tourisme. Monsieur Douglas, permettez-moi de vous dire que le tourisme ne se porte pas si bien que ça. Parce que quand on regarde, certaines institutions disent tout simplement que le tourisme fonctionne bien parce que les hôtels sont remplis et parce que les avions sont remplis. Je suis désolé, il y a des structures en Guadeloupe qui vivent du tourisme. Vous avez l'artisanat d'art. À quel moment, et d'ailleurs c'est une question éminemment politique, puisque le président de région que je connais très bien et que j'accompagne, hein, M. Chalus, vient de présenter le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, qui est un très beau projet, je peux vous assurer, je l'ai lu, et je peux dire sans me tromper que si le président Chalus arrive à mettre en partition et jouer la musique au moins à 60%, le président de région aura réussi sa mission. Simplement, je dis que, par exemple, nous avons des bateaux de croisière qui arrivent en Guadeloupe. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de passerelle entre ce flot, ce déversement de tourisme et comment dirais-je, récupérer le financement, hein, que ces personnes-là auraient pu apporter à ce pays-là. Ils n'achètent rien, mais il n'y a pas d'artisanat d'art qui est vendu. D'ailleurs, on leur donne le petit punch à l'arrivée du bateau. Alors, vous descendez dans une ville, on vous donne déjà le punch. À quel moment vous irez prendre un punch dans un restaurant ou un bar? Donc, j'estime que quelque part, il n'y a pas de connexion et il y a un manque de projection. Alors, il faut revoir la copie. Juste un dernier mot concernant le tourisme. D'ailleurs, on a le problème de l'eau en Guadeloupe. Alors ça, c'est un véritable problème. Il faut dire que forcément, il y a des répercussions sur le tourisme. S'il fallait que je parle de l'eau, il aurait fallu faire une autre émission. Je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais je suis très bien placé dans... Je vous en prie. Allez-y, mais concrètement, qui sont les responsables? Je suis très bien placé pour vous dire qu'il y a un problème énorme d'eau, parce que d'une part, les usagers de l'eau ont toujours payé leur facture, et dans cette facture payée, il y a eu le paiement des remplacements des tuyaux. Et ce sont les tuyaux qui posent problème, parce que ce sont des tuyaux qui datent d'au moins 40 ans, qui sont poreux, qui se cassent, et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a plein de problèmes autour de ça. Mais
Là où notre association intervient, c'est qu'il y a des chefs d'entreprise qui utilisent de l'eau au quotidien. Je parle des coiffeurs, je parle des restaurateurs, je parle des laveries, des laveries de vêtements, des laveries de voitures. Et ces gens-là, il se trouve que ces personnes-là, quand ils n'ont pas d'eau dans une journée, il y a une perte sèche financière. Eh bien, aujourd'hui, nous faisons des pieds et des mains pour rencontrer les présidents de PCI, les 5 présidents, pour leur expliquer qu'il faut absolument trouver un consensus pour que ces professionnels puissent avoir un document justifiant que leurs entreprises étaient fermées à cause du manque d'eau, pour qu'ils puissent faire ça, au moins rentrer dans leurs impôts, pour qu'ils soient dégagés et dégrévés quelque part. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contact. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un mépris quelque part de la part de ces responsables pour sauver l'entreprise guadeloupéenne. Alors, Dominique Virasamy, l'objet de votre visite à Paris, c'est bien évidemment pour rencontrer un certain nombre d'associations, pour discuter du RSI, le régime social des indépendants, qui d'ailleurs a été remplacé par la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Alors, on va d'abord écouter et regarder respectivement Éric Marlet et Marc Lenit, qui sont tous deux de La Réunion, qui ont participé à votre séance de travail. Marc Lenit, vous êtes aussi du CSAPE, à Réunion. Alors, la réunion d'aujourd'hui, c'était aussi une façon pour vous de montrer, ou en tout cas de manifester votre mécontentement, votre ras-le-bol. Oh, c'est plus que du mécontentement, c'est surtout de la recherche pour une meilleure action. Cette réunion du CSAPE, à laquelle ont participé une quinzaine de mouvements nationaux, départementaux, régionaux, que je ne pourrais citer de mémoire, mais qui va nous permettre donc de lancer une action commune, et notamment sur les problèmes que connaissent les indépendants concernant la protection sociale. Cette action commune va permettre donc des résultats beaucoup plus rapides, et surtout ont été adoptées des positions communes qui n'existaient pas auparavant, puisque la quinzaine de syndicats et d'associations et collectifs avaient des positions plus ou moins disparates. Ces positions maintenant ont été réglées une bonne fois pour toutes. Nous avons donc des mots d'ordre bien précis, une stratégie commune qui va être appliquée dans les prochains jours. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques idées sur les actions qui seront menées dans les médias? Non, je ne pourrais pas me prévaloir de les annoncer maintenant. Ce serait surtout trahir la confiance des autres partenaires. On va déjà rédiger un courrier pour la naissance de ce syndicat CSAPE, qui, je le répète, est le syndicat qui va chapeauter tous les autres syndicats nationaux, ou ceux qui veulent intégrer. On est une quinzaine, j'espère que d'autres nous rejoindront, mais c'est en tout cas le syndicat qui va permettre donc une action nationale pour justement combattre le monopole de la sécurité sociale et les affres subies par la population, notamment des indépendants, concernant le RSI. Nous sommes avec Éric Marcelli, qui nous vient directement de l'île de La Réunion. Vous êtes du collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion. Alors, quel était l'objet de cette rencontre aujourd'hui? L'objet de cette rencontre, c'était d'avoir des idées pour avancer, déjà de réunir toutes les associations et syndicats pour se rencontrer, parce qu'on se parlait uniquement par l'intermédiaire de Facebook, et là on a pu faire des échanges face à la réalité, tous ensemble, quoi. Et on a avoir des propositions pour avancer. Et parce que tout simplement, notre but, notre objectif, c'est la fin du monopole de la sécurité sociale qui a été lancé depuis 1992 et que l'État n'a jamais voulu mettre en application. Et que cet État préfère payer des amendes à l'Europe, qui représente à peu près 240 000 € par jour. Et on voudrait savoir à qui profite ce crime. Et en faisant des investigations, on a remarqué que notre argent était placé dans les paradis fiscaux, à notre insu, et que on subit un véritable racket, tout comme peut faire exactement une mafia sicilienne ou japonaise vis-à-vis d'une protection des commerces. Alors, vous revenez de l'île de La Réunion, je l'ai dit auparavant. Alors, quel est l'état de santé du secteur privé professionnel à La Réunion? Il va très mal. Il allait déjà très mal avant le 1er janvier 2018, auquel, à ce 1er janvier, le RSI a été adossé à la CGSS et qui matraque à coup de mise en demeure ou d'huissier les entreprises. Et l'année dernière, il y a eu plus de 2000 fermetures d'entreprises. Et cette année, il faudra penser à 50%, voire 80% de fermetures d'entreprises en plus.
on est tous mal. On est des insulaires, on n'a pas la possibilité d'aller chercher et de répondre à des appels d'offres sur le territoire européen. Donc c'est très difficile pour nous. Avec ça, il y a les collectivités qui ne respectent pas les délais de paiement, qui sont de 30 jours et qui les passent, eux, à 120, voire 180 jours. Donc les entreprises sont très très mal. Et avec ça, la CGSS a mis en place un système de mensualisation des cotisations. On n'en peut plus. Il y a pas mal de suicides aussi, de familles qui se séparent, tout simplement à cause de ces caisses de sécurité sociale. Alors nous venons d'écouter respectivement Éric Marlet et Marc Lenit, hein, je disais qu'ils sont tous deux de La Réunion. Alors cette réunion, qu'est-ce que ça a donné cette rencontre? Alors déjà, c'est très bien, parce que c'est le même combat. Mais le combat n'est pas seulement outre-mer. Même si quelque part, la solution ne peut venir que du national, mais les outre-mer, comme la Guadeloupe et très bientôt la Martinique et la Guyane, nous nous sommes réunis samedi dernier, le 24 à Chaville, où nous avons eu une importante réunion avec un peu plus de 30 associations, vous étiez présents, 30 associations, et nous avons pris des positions communes. Pardonnez-moi si je ne vais pas divulguer les stratégies, mais nous avons des choses à venir. Et c'était très important que nous puissions nous unifier autour de seul bloc, le collectif CSAPE, qui veut dire collectif de syndicats et d'associations professionnelles européens, parce qu'il est important maintenant que nous puissions aller au niveau européen, puisque comme le gouvernement français semble ne pas vouloir comprendre le ton qui est donné maintenant par rapport aux dérives faites par le RSI, eh bien nous irons s'il le faut à la Cour européenne pour faire entendre et faire valoir nos droits. Alors, vous avez le sentiment que remplacer le RSI par la SSI, c'est une erreur? Eh bien écoutez, je vais même plus loin. Je pense que, quelque part, même le président de la République, et je n'ai aucun souci pour le dire, nous pensons que le président de la République a trahi les indépendants. Et je pèse mes mots, je ne suis pas contre l'homme, je ne suis pas contre la fonction, je suis contre le fait qu'il a dit, durant sa campagne, qu'il va supprimer, je dis bien supprimer le RSI. Nos téléspectateurs peuvent chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire supprimer, ça veut dire éliminer, nous sommes d'accord. Et donc, quand on voit que le RSI, la suppression n'est rien d'autre que le nom, comme vous l'avez si bien dit, passer de RSI à SSI, ils ont gardé les locaux, ils ont gardé le personnel, ils ont gardé le numéro de téléphone, ils ont gardé le logiciel, nous en parlerons tout à l'heure, le logiciel, ils ont gardé le même mode de calcul, ils ont tout gardé. Et le président de la République a confié cette mission à M. Dominique Giorgi, lui demandant de s'en occuper. Il a proposé une transition du RSI au régime général pendant 2 ans. Et j'ai bien l'impression que de cette transition, que M. Giorgi s'attellera uniquement à faire des adaptations en fonction des bruits de bottes. Parce que si demain il y a une marche à Paris et que nous mettions un peu plus de 2 millions de personnes dans la rue, ce qui est très facile à faire, eh bien, M. Giorgi et le gouvernement vont essayer de faire des petites adaptations. Mais là où je suis en colère contre M. Giorgi, c'est qu'il a dit dans un de ses documents qu'il a rencontré tout le monde. Alors c'est une colère collective. Ah oui, non, mais moi je suis très en colère contre toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce dossier. Je parle de Mme Agnès Buzyn, je parle de d'autres personnes que je vais citer tout à l'heure. Et parce que ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une attaque. Je dis simplement que ces personnes-là ont manqué d'acuité visuelle pour comprendre d'autres situations. Et donc, nous allons nous atteler à faire comprendre à toutes ces personnes que la transition a été je dirais même pas mal préparée, il n'y a pas eu de préparation. Et que M. Giorgi s'est contenté de dire qu'il a rencontré tout le monde, alors que nous, j'ai posé la question à peu près aux 30 personnes, présidents d'associations qui étaient là, M. Giorgi n'a demandé à personne de produire un rapport sur la situation du RSI, et donc je suis étonné de l'entendre dire qu'il a rencontré tout le monde. Alors selon vous, il faudrait une concertation des professionnels, des indépendants? Mais écoutez, je pense qu'on ne peut pas parler de pêche si on ne parle pas aux pêcheurs. On ne peut pas parler d'agriculture si on ne parle pas aux agriculteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'indépendants si on ne parle pas avec les chefs d'entreprise. Nous avons eu la chance
Et en plus, toutes les associations sont répertoriées. Ce ne sont pas des associations qui sont arrivées comme ça, des associations anonymes. Moi, ça fait 3 ans et demi que j'existe en Guadeloupe. Le CSAPR, c'est pareil, ainsi de suite. Le CSAPE existe aussi. Il y a le CIF hein, en Bretagne avec nos amis Pascal Santin et Hervé Leroc. Ça fait des années qu'ils existent. Donc, le gouvernement ne peut pas dire qu'on n'existe pas. On a déjà fait des actions. Et donc, par conséquent, je dis que c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas avoir communiquer avec les présidents d'associations. À vous entendre, il serait beaucoup plus judiciable de porter quelques améliorations au RSI. Alors, je ne dis pas qu'il faut porter des améliorations. Il faut supprimer réellement le RSI. Et si vous permettez, on va juste faire une petite genèse du RSI pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre la situation. Avant 2006, il y avait l'URSSAF qui gérait les 3 caisses. Un temps, ils ont dit qu'ils vont créer le RSI pour que le chef d'entreprise ne puisse communiquer qu'avec une seule entité. Nous avons trouvé ça formidable, même moi à la Chambre de métier, puisque je suis artisan, hein, nous avons dit « Ok, c'est une très bonne chose ». Mais on s'est rendu compte très vite que c'était un problème. Mais lorsqu'ils ont dit que c'était pour faciliter les chefs d'entreprise, c'était faux. Parce qu'à force de gratter le vernis, on a très bien compris que les URSSAF, avant 2006, étaient endettés à peu près de 7 milliards. Et comme apparemment, et là nous avons posé la question, nous avons écrit, on n'a toujours pas eu de réponse, nous avons demandé la certification des comptes des URSSAF, et on ne les a pas eus. Et donc, ce qui veut dire que quelque part, on a monté une entité qu'on appelle le RSI, transférant la dette au RSI, et la preuve en est, quand les chefs d'entreprise payent leurs appels à cotisation, eh bien cet argent-là, M. Douglas, va directement aux URSSAF. Alors que le RSI, qui n'est rien d'autre qu'une entreprise avec un numéro de sirène, par principe, n'a pas le droit de collecter de l'argent pour un régime social. Pour le faire, il faut être mutuelle, et surtout, il faut être une mutuelle inscrite aux mutuelles de France en vertu de l'article L411-1 du Code de la mutualité. Et quand certains avocats ont commencé à sniper le RSI, ils ont très vite compris qu'ils auraient eu un problème juridique. Pour leur permettre de continuer à fonctionner, ils se sont arrangés pour avoir ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public. Et là encore, il y avait une enclume. C'est que le RSI, en demandant cette DSP, n'a pas été mis en concurrence. Or, la loi exige que vous soyez mis en concurrence. D'ailleurs, on peut aller plus loin. Pour ceux qui peuvent aller sur Internet, ils peuvent regarder l'arrêt Poussé-Pistre, qui dit que ces organismes doivent être mis en concurrence. Or, ils ont donné une délégation de service public sans être mis en concurrence. Ce qui prouve que nous avions raison de contester la légitimité du RSI. Alors, pour rester dans le domaine juridique, alors je propose d'écouter, on va regarder donc Michel Laurent, qui est lui président du syndicat SACEL, hein, qui nous parle du TAS, le tribunal des affaires sociales et économiques et sociales. Michel Laurent, vous êtes président du syndicat SACEL. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire ce syndicat? Alors le SACEL, c'est le syndicat des assurés sociaux européens libérés, qui comporte quand même des personnes qui ne sont pas véritablement libérées du système de protection sociale français. Donc nous, on est là pour les épauler, leur expliquer un petit peu toutes les règles de droit. Et puis bien entendu, construire toutes les plaidoiries, les incidents de pièces et autres, etc., qui peuvent se faire devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui est le deuxième adversaire, je dirais, des justiciables aujourd'hui en France, parce que nous avons des adversaires que sont les URSSAF, l'ex-RSI, maintenant SSI, qui est une entreprise morale de droit privé qui a été mise en place par une loi, ce qui est une absurdité totale, et la MSA, etc., etc. Mais surtout, quand des litiges opposent nos adhérents à ces organismes non monopolistiques, les affaires se règlent, entre guillemets, se règlent devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'on retrouve en métropole, mais dans les dom-toms aussi, d'accord? Donc dans les Mascareignes et dans les Caraïbes aussi. Alors justement, quel est le rôle du TAS? Alors, le TAS, c'est un tribunal des affaires de sécurité sociale qui est composé d'un juge, quelquefois d'un juge honoraire, et puis bien entendu de 2 assesseurs. Un assesseur qui va représenter les salariés et un assesseur qui va représenter les indépendants.
D'accord? Donc, ce tribunal a pour vocation de juger les litiges. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été mis en place et il est financé par la Sécurité sociale française. Je m'explique, c'est très simple. Et ça, vous l'avez en Guadeloupe. Vous avez un TAS, vous avez un président et 2 assesseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale réclame chaque mois à l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie le paiement des moments de présence des 2 assesseurs lors des audiences. C'est-à-dire concrètement, vous avez des justiciables qui sont face à un juge donc, et ces 2 assesseurs, donc un tribunal, et le tribunal est financé par l'adversaire du justiciable. Tout va bien, vive la France. Alors aujourd'hui, cette réunion était importante quand même pour distiller des informations concernant le secteur professionnel et privé. Oui, alors tout à fait. Alors au-delà de distiller, je pense qu'elle était surtout importante pour fédérer les mouvements. Je pense à vous, je pense au CSAPR à l'île de la Réunion, dont je salue les représentants que je connais bien puisque j'ai œuvré à leur côté quand je suis parti là-bas. Et puis effectivement, différents syndicats et associations qui sont eux en métropole. Hein, c'est pas non plus une erreur en soi d'être en métropole, mais en l'occurrence, oui, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était histoire de fédérer et de se dire, voilà, l'état des lieux, le bilan, et maintenant, qu'est-ce qu'on met en place cette année? Il y a une loi de finances de la sécurité sociale qui est sortie, 2017-2018, avec des nouveautés qui sont quelquefois abracadabrantesques. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour expliquer, exprimer notre désaveu, et le fait surtout qu'on ne se pliera jamais à une loi qui, pour nous, est totalement incohérente. Vous devez cotiser en France, alors que le droit communautaire et la retranscription de ce droit communautaire dans le droit français, depuis 2001, dit bien l'inverse. Simplement, il faut faire un choix dans la vie. C'est soit on utilise les 3 millions d'artisans, commerçants, indépendants et professions libérales pour financer une sécu qui est totalement déficitaire, qui est empreinte sur les marchés financiers pour financer des trucs qui sont complètement abracadabrants, financer les syndicats, financer des partis politiques, et faire de très beaux investissements dans des paradis fiscaux, avec des comptes qui sont non certifiés. Vous savez, une entreprise privée en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs, que les choses soient claires, si ces comptes ne sont pas certifiés, si elle est créée n'importe comment, le tribunal de commerce vous reprendra de voler de suite. Non, ne vous inquiétez pas, le RSI, les URSSAF n'ont aucune difficulté avec ça. Michel Laurent, il est président du syndicat SACEL. Alors, Dominique Virasamy, comment allez-vous réagir? Qu'est-ce que vous préparez pour mieux rebondir? Alors, nous avons une parade, mais pour que le téléspectateur puisse comprendre la parade, il faut comprendre pourquoi nous attaquons. Nous attaquons tout simplement parce que en 2008, parce que le RSI a pris naissance en 2006, 2008, avant 2008, pardon, ils ont, le RSI, pour fonctionner, a créé un logiciel qui s'appelle le logiciel SNV2. Mais le logiciel SNV2 n'est rien d'autre qu'un programme. Pour que le programme puisse fonctionner, il lui faut des données. Et donc forcément, il a demandé aux URSSAF de lui donner les données, puisque c'est les URSSAF qui avaient les noms, les immatriculations, les paiements de retraite et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il fallait ces données-là. Et donc, ils ont pris ces données-là dans le logiciel Taïga des URSSAF. Malheureusement, je dis malheureusement, je vais m'en expliquer tout à l'heure, quand ils ont marié les 2 logiciels pour avoir les données, il s'est produit un bug informatique en 2008 qui perdure jusqu'à aujourd'hui, et ce bug informatique a entraîné la suppression de millions de données. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, parce qu'on peut ne pas me faire confiance, mais je vous invite à aller à la page 10 du rapport de la Cour des comptes sur le logiciel particulièrement du RSI, où il est bien dit que le logiciel était tellement défectueux que cela a entraîné des multiplications d'immatriculations, des multiplications de créances, des taxations d'office, des erreurs de calcul, des mauvais calculs, des majorations, des pénalités et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu ce bug informatique. Mais je vais plus loin, M. Douglas. Et là, je pose la question et je m'interroge. Quand vous conservez des données, puisque vous avez une mission d'État, vous le RSI, vous avez des données qui sont des données précieuses. Vous avez l'obligation d'avoir une banque de sauvegarde. Donc même s'il y avait eu un bug informatique,
ces données-là, vous auriez pu les récupérer. Or là, dans le rapport, ils vous disent que les données ont été perdues. Ça pose un problème. Et je m'interroge, est-ce que ce n'est pas un bug organisé, tout comme le logiciel de Volkswagen? Parce que le gros problème du RSI et des URSSAF, c'est qu'avec 6,8 millions d'indépendants, d'ici 2020 à 2021, c'est près de 3 millions d'indépendants qui partiront à la retraite. Ils ont un problème. Alors, peut-on faire justement un état des lieux sur les indépendants en Guadeloupe? Il y en a combien à peu près? Alors, les indépendants, il faut compter un peu plus de 25 000 à peu près, hein, puisque les autres sont passés en SAS, ce qui est la meilleure formule d'ailleurs, ou en d'autres structures. Et pratiquement sur ces 25 000, je peux vous dire que 80% d'entre elles sont endettées, puisque, comme je l'ai dit en préambule, ils n'ont pas la trésorerie suffisante à cause de l'importation et le travail dissimulé. Et quand vous êtes en délicatesse de paiement, surtout social, vous êtes inscrit au fichier des endettés sociaux. Et quand vous l'êtes, vous ne pouvez pas avoir accès aux prêts bancaires, c'est interdit. Vous ne pouvez pas avoir accès aux subventions régionales, vous ne pouvez pas avoir accès au CICE, vous ne pouvez pas avoir accès au marché. Et je veux bien m'arrêter 2 secondes sur les offres de marché. Et je demande aux téléspectateurs d'être très attentifs. Chaque fois qu'un chef d'entreprise va sur un appel d'offres, s'il est endetté social, cet appel d'offres lui est refusé. Le RSI et les URSSAF refusent de donner l'attestation de validation, l'attestation de l'entreprise pour lui permettre d'y aller. Nous avons rencontré le sénateur Victorin Lurel, à l'époque il était député. Et quand je lui ai... président de région. Il était président de région, mais je l'ai rencontré dans sa fonction de député à l'époque. Et je lui ai expliqué cette situation que lui, il a trouvé ubuesque. Et en cherchant, il s'est rendu compte que ce principe n'était que pour les DOM. C'est-à-dire qu'en France, même si l'entreprise est endettée, il peut aller sur un marché. Tandis que c'est uniquement dans les DOM, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane et autres, que les entreprises ne peuvent pas aller sur les marchés. Donc, il a fait valoir cette discrimination à l'Assemblée et il a fait intégrer, je dis bien, dans sa loi sur l'égalité réelle, l'obligation pour les URSSAF de donner ce sésame. Maintenant, il m'a dit récemment que la loi est applicable tout de suite. Et donc, il se trouve que le RSI continue à faire de la rétention. Et nous, à notre retour, puisque je voulais me concerter avec les autres collègues de l'Hexagone et de la métropole, et ensemble, nous allons faire le nécessaire pour déposer plainte contre le RSI en Guadeloupe, puisque nous avons un collectif d'avocats pour ça, tout simplement pour faire condamner le RSI pour préjudice financier et préjudice moral. Nous n'allons pas terminer cette interview sans dire un mot sur la situation du centre hospitalier de Guadeloupe. Vous avez les dernières nouvelles, sans doute. On parle de 43 morts depuis les incidents. Qu'en pensez-vous? Écoutez, là encore, je dis que voilà un exemple où on refuse d'écouter les personnes qui sont au charbon. Ça ne date pas d'aujourd'hui, M. Douglas. Ça fait des années que M. Gabi Clavier, avec son syndicat, dénonce une certaine situation qui nécessite un regard particulier. Malheureusement, on soulève le tapis et on met la poussière en bas. Mais arrive un moment, la poussière gonfle. Voilà. Voilà, donc on termine cette interview. Dominique Virasamy, je rappelle que vous êtes président du SNEG, Sauvons les entreprises de Guadeloupe. Vous avez un site, si des téléspectateurs voudraient plus d'informations, comment faire pour vous contacter? Alors, nous avons notre site, alors je dis Guadeloupe en français et en toutes lettres, .com. www.sneguadeloupe.com. Alors, je ne voudrais pas terminer pour dire à nos amis téléspectateurs que le combat est engagé. Nous ne sommes pas satisfaits de notre transfert au régime général. On ne va pas se laisser faire. Parce que, si je peux me permettre une citation que j'aime beaucoup, celle de Gandhi,
que tout le monde respecte, puisque c'est un sage parmi les sages. Il dit la chose suivante. Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Le RSI est un tyran, il faut que nous puissions l'anéantir. Le combat ne fait que commencer. Voilà donc pour cet entretien avec Dominique Virasamy, président du SNEC. Je vous souhaite de passer un très bon moment et bonne soirée sur Europe 7.